Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi 14 août 2025. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons d'abord les titres proposés par les journaux. On va démarrer avec le quotidien émergent sur cette concertation entre les évêques, certains évêques du Cameroun et le secrétaire général de la présidence de la République, soutien à Paul Biya. Comment l'Église catholique se dédie, titre le journal Émergence. Finalement, certains évêques, dont le président de la conférence épiscopale nationale, se sont rendus au palais de l'Unité où ils ont été reçus par Ferdinand Ngongo. Ces prélats heurtent de plein fouet la posture défendue par ces derniers temps donc par la dite conférence épiscopale. Des précisions à lire dans Émergence de ce matin. Ce sujet est également retrouvé dans le journal La Nouvelle Expression. Concertation à la présidence. Ce que les évêques et Ngongo se sont dit, nous dit le journal La Nouvelle Expression en page 4 et 5. Ils ont été reçus finalement hier, mercredi 12 août, du côté de la présidence de la République. On évoque 7 évêques, donc 7 évêques sur les 30 ou une trentaine que compte le Cameroun. Vous aurez des précisions en page 4 et 5. À la une de La Nouvelle Expression, guerre d'indépendance, Macron confesse les péchés de la France. Le président français vient enfin de reconnaître les massacres des indépendantistes par l'armée française au Cameroun lors de la lutte des nationalistes de l'Union des populations du Cameroun pour la libération du pays. Une guerre sans merci qui a duré de 1945 à 1971. À la une de Cameroun Tribune, répression des mouvements indépendantistes, les aveux de la France, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Dans une lettre adressée le 30 juillet dernier à Paul Biya, le chef de l'État français Emmanuel Macron reconnaît l'implication de son pays dans les événements malheureux survenus au Cameroun de 1945 à 1971. Il réaffirme sa disponibilité à poursuivre les recherches pour mieux éclaircir les pans de l'histoire encore peu connue de cet épisode-là. Des précisions dans Cameroun Tribune. À la une de Tribune d'Afrique de ce matin, acharnement que reproche-t-on au professeur Lekene Donfak, victime d'un lynchage médiatique orchestré par l'ex-journaliste Benjamin Zebazé. L'on se demande quelle est sa responsabilité dans les décisions du Conseil constitutionnel et pourquoi rien n'est dit sur la présence des chefs traditionnels de l'Ouest au palais de l'Unité mardi dernier. Évocation dans les colonnes de Tribune d'Afrique. À la une de mutation, confusion à Kambélé, déminage ministériel. Le journal revient sur l'arrêté pris hier par le ministre par intérim des mines qui interdit les activités de recherche, d'exploitation industrielle et semi-mécanisée dans ce périmètre minier au profit de l'exploitation uniquement artisanale. Des précisions dans Mutation. Le quotidien Le Jour en parle également. Hors de Kambélé, l'État tranche en faveur des populations riveraines. Pour le Messager, exploitation minière à Kambélé, récréation terminée, nous dit le journal Le Messager. En grande une, décès de Kylian Diawé, la famille est inconsolable. Retour ces circonstances de ces décès dans le journal Le Messager de ce matin. À la une de l'économie, enquête, les prix des logements explosent à Yaoundé. Chaque promoteur immobilier fait sa loi en fixant le nombre de mois à verser et les termes de la location. Dans ce contexte, il devient urgent de mettre en place une réglementation selon donc des analystes rencontrés par le journal L'économie. L'heure du Sahel nous amène à Goulfé. 7 fusils AK-47 découverts à Al-Goumri, Nadi. Des sources locales, les armes ont été découvertes dans la nuit de lundi à mardi dernier par un individu inconnu activement recherché. À la une du Forum Libre, convention CNPS-BGFT pour la protection sociale des travailleurs du secteur des transports routiers. Le journal revient sur ces signatures entre la CNPS et le BGFT. Les détails sont à lire dans le Forum Libre. Actu Info sur la solidarité. Un geste du maire au cœur de la ville, nous dit Actu Info. Grâce au docteur Roger Mbassadine, un engagement fort se déploie pour accompagner et soutenir les personnes en situation de handicap à Douala. Des précisions dans Actu Info de ce matin. Et puis Éco-Santé, hôpital général de Douala, des spécialistes américains redonnent le sourire aux patients. Et voilà donc pour cette première partie. On va présenter nos invités ici en plateau. Didier Dengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision et un bonjour spécial au directeur de publication de Mutation, Boyomo.
Georges-Alain Boyomo, qui a dédicacé son bouquin hier, ici là dans la ville de Douala, les 25 questions-réponses à la présidentielle de 2025. C'est un bouquin que le directeur de publication de Mutation recommande à toutes les autres rédactions et surtout aux journalistes politiques qui s'intéressent à l'élection à venir, parce que là vous avez plusieurs questions et des réponses. Par exemple, la toute première qui m'a beaucoup intéressé hier, c'est celle de savoir depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, combien d'élections le Cameroun a-t-il organisé? Les réponses sont dans ce bouquin-là. C'est la 6e élection dans notre pays. Vous avez également le calendrier des vainqueurs des différentes élections, le classement, les pourcentages qui peuvent intéresser les journalistes qui s'intéressent à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Merci Didier Dengue d'évoquer cet ouvrage donc commis par le DP de Mutation, 25 questions pour la présidentielle de 2025. 25 questions-réponses. 25 questions-réponses. Allez, on va accueillir Guy Hervé Fonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent un plaisir toujours aussi assez singulier à regarder la revue de la presse, c'est-à-dire des journaux aussi qualitatifs qui paraissent au pays de Chantal Kambiwa. Vous savez, en cette période où la météo politique est un peu secouée, c'est toujours bien de rappeler aux uns aux autres que nous avons des Camerounais et des Camerounaises qui occupent de très hautes fonctions. Donc, Chantal Kambiwa est la coordonnatrice générale de l'Internationale socialiste. C'est le plus grand regroupement de partis politiques au monde. Et donc, quand on a une compatriote qui accède à ce niveau d'élévation dans la politique dans le monde entier, c'est bien de temps en temps de le rappeler au regard de la météo politique qui est assez secouée en ce moment. Surtout parce qu'en ce moment, elle prépare le Front camerounais qu'elle dirige, prépare son congrès qui aura lieu dans quelques jours du côté du Yaoundé. Il serait bien que les gens, les uns et les autres savent qu'on a une compatriote qui s'appelle Chantal Kambiwa, qui est la coordinatrice générale de l'Internationale socialiste, qui est le plus grand regroupement de partis politiques au monde. Merci Guy Hervé Fongan. Alors je vous ai envoyé un conducteur. On avait deux principaux sujets, mais on va les inverser ce matin. Parlons de l'actualité qui nous colle justement pour les dernières heures, avec ces concertations qui se multiplient du côté de la présidence de la République. Hier, c'était au tour des évêques donc d'aller entendre ce qu'allait leur dire le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre d'État. Le journal Émergence a suivi également ce qui s'est passé de ce côté. Et le journal titre justement comment l'Église catholique se dédie. Je vais poser la question d'abord à Didier Dengue. Ces dernières semaines, on a vu la position, on les a lus, les évêques, l'Église catholique, etc. On a l'impression que ce qui s'est passé hier, c'est le contraire. Est-ce que vous avez également cette lecture telle que proposée par le quotidien Émergence ce matin? Mais il faut dire que les différentes sorties des évêques ne datent pas de ces dernières semaines. Elles datent depuis quelques mois déjà, avec les différentes lettres pastorales. Et vous avez également eu des sorties des différents évêques qui appelaient à choisir le diable plutôt que de reconduire le président Paul Biya à la tête du pays. À travers toutes ces sorties, la position de l'Église est claire qu'il faut l'alternance au sommet de l'État. Effectivement, et jusqu'à présent, la plupart des leaders religieux de l'Église catholique sont dans cette logique. On a récemment eu la lettre pastorale de Monseigneur Cléda, l'archevêque de Douala, la toute dernière, ici à Douala. Donc, vous voyez que l'Église catholique est dans une logique et sa position est tranchée. Il faut l'alternance, il faut un souffle nouveau à la tête de notre pays. Comment comprendre justement cette concertation avec c'est très simple. Vous savez que toutes les organisations font également ce qu'on appelle de la diplomatie. On peut avoir une diplomatie religieuse. Et le fait qu'on veut un changement à la tête d'un État ne veut pas forcément dire qu'on va couper les ponts avec ceux qui dirigent le pays pour l'instant. C'est pour cela que hier, en écoutant le président de la conférence épiscopale, il a bien précisé qu'ils ont remis les différentes doléances au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Donc, vous voyez que
c'est une sorte de diplomatie parce que vous avez des États, même la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il y a toujours un pont diplomatique qui est entretenu régulièrement, même si certains essayent toujours de casser ce pont-là, il y a toujours des dialogues en cours. Cela n'exclut pas le fait que l'Église catholique, dans sa grande majorité, reste campée sur sa position. Il faut plus de dynamisme, il faut un souffle nouveau et je pense que le fait de rester loin de ceux qui dirigent le pays n'arrange pas les choses. Donc il faut toujours laisser les portes des négociations, les portes de pourparlers. La preuve, même Monseigneur Cléda, qui tire régulièrement sur le pouvoir de Yaoundé, a reçu la visite, il n'y a pas très longtemps, du ministre d'État Ferdinand Gongo, quand il était en séjour ici à Douala. Et je pense que ça entre dans cette logique-là. Donc les portes diplomatiques doivent toujours rester ouvertes pour ma part. Guy Hervé Fonga, est-ce que vous également pensez que les évêques sont restés droits dans le bout, même en allant rencontrer le SDPR? On sait très bien que ces réunions-là ont pour but finalement que de susciter le soutien des personnes qui reçoivent la présidence par rapport au président Paul Biya. On peut commencer par se poser la bonne question de quel évêque il s'agissait. À l'épreuve de la réalité, on constate déjà, après qu'il s'agissait de la plupart des évêques étaient originaires, la plupart venaient du centre, la région du centre-sud. Et ce n'est pas anodin. Parce que dans l'histoire de l'Église catholique, ceux qui ont un peu regardé ces choses-là avec un minimum de rigueur, dans les années 90, quand le président lui-même appelait au multipartisme et quand il demandait à ses militants de se préparer à la concurrence, il y a une messe qui avait été organisée à la cathédrale de Yaoundé à l'époque par Monseigneur Jean Zoua, qui estimait que c'était une démocratie précipitée. Et il avait à ses côtés certains se référaient du RDPC qui l'accompagnaient en estimant que c'était trop tôt pour ouvrir le jeu démocratique. Alors que de l'autre côté du pays, tout le reste des évêques estimaient que c'était une initiative qu'il fallait saluer, qu'il fallait accompagner. Et donc on est dans la même dynamique. On n'a pas rien à changer jusqu'à aujourd'hui. Et le deuxième élément qu'il faut rappeler, c'est que quand le Monseigneur Cléda, qui a été cité tout à l'heure, lors de la récente visite du SGPR à Douala, vous avez vu que les religieux se sont presque pliés en quatre pour être reçus par le SGPR, alors que le SGPR s'est déplacé pour aller rencontrer Monseigneur Cléda, qui a quelques jours avant sa venue à Douala était resté campé sur une position dans laquelle il disait très clairement que 42 ans après, il faut passer à autre chose, que ça a trop duré et que le peuple aspire profondément à une meilleure qualité de vie, ce qui est humain et légitime. Et donc, l'Église catholique est restée cohérente et constante dans sa position. Quand on a du caractère, on l'affiche. C'est ce que Monseigneur Cléda a fait. Est-ce que vous avez vu Monseigneur Cléda à Yaoundé? Non. Quand on a du caractère, on l'affiche et on le démontre. Et cette théâtralisation de quelques évêques qu'on veut mettre dans l'espace public ne peut pas... Est-ce que les sept ne sont pas représentatifs quand même de la conférence épiscopale, parce que c'est aussi le bureau qui était représenté? Ne peut pas éloigner, les chrétiens fidèles. Vous savez, l'Église catholique est une des organisations les plus puissantes au monde, et même au Cameroun. Dans tous les coins les plus reculés de ce pays, où l'État est absent, l'Église est présente. Vous avez, en général, quel que soit le coin du pays que vous allez parcourir, vous avez toujours au moins une école primaire ou bien au moins une église. Donc l'Église est presque partout. Ça veut dire que l'Église peut mieux porter les attentes, les aspirations du peuple auprès de la classe dirigeante. Parce que l'Église, au-delà du secret de la confession, l'Église est, sinon quasiment, la seule entité qui est la plus représentée dans l'ensemble du territoire. Même quand l'État est absent, vous avez au moins une église qui est présente. Au moins pour cela, l'église doit être écoutée et être prise au sérieux. Et donc jusqu'ici, je crois que l'église, il y a une espèce de tendance lourde dans le discours de l'église qui, depuis la nuit des temps, estime, parce que l'église est la voix des sans-voix, se taire face à un tel degré de misérabilisme des populations serait trahir même le serment qui est le sien. Et ils ont donc l'obligation en réalité de se faire l'écho des souffrances du peuple. Et 42 ans après, il y en a qui estiment qu'il faut de manière objective améliorer de manière qualitative la vie des populations. C'est ce que l'Église dit
C'est ce que tout le monde dit. Alors, Didier Dengue, justement, quand ils ont terminé cette concertation avec le SDPR, donc les évêques ont dit justement que le SDPR leur a demandé de prier pour la paix pendant la période électorale, etc. Mais est-ce qu'on pense que véritablement la présidence peut s'arrêter justement simplement à cela? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de mettre la pression? Est-ce que quand on sort de cette concertation, on a le même état d'esprit qu'on avait avant? Et déjà, il y a quelque chose que Guy Hervé a semblé dire et qui semble légitimer certaines sorties sur les plateformes numériques. Quand il parle de ces évêques, pour la plupart étaient originaires d'une certaine région de notre pays, cela pourrait penser à également situer les évêques qui sont, entre guillemets, rebelles. De quelle ethnie sont-ils? Donc si on surfe sur cette vague-là, ça n'arrange pas le Cameroun. On pourrait se limiter à dire que le bureau exécutif national de la conférence nationale épiscopale est allé rencontrer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et vous savez, dans toute organisation, tous les membres ne peuvent pas être présents à une concertation. On privilégie le bureau exécutif. Et c'est le bureau exécutif qui porte les doléances de toute organisation, de toute association. À ce niveau, on peut se limiter. Parce que si on surfe sur les ethnies des uns et des autres, certains vous diront que l'évêque de Bafoussam tient de tels propos parce qu'il a soutenu Monseigneur Cléda, c'est parce qu'il est originaire de, je ne sais pas, de partie septentrionale. Il ne faut pas légitimer le discours que nous combattons au quotidien. Vous avez fini? Donc, alors, je crois que je parle. Non, deux phrases. Juste deux phrases. Vous allez parler après. Juste deux phrases rapidement pour dire que je croyais que je parlais en français. Je suis obligé de me répéter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que si vous comptez bien l'histoire de l'Église catholique au Cameroun, dans les années 90, quand il y a un appel à l'ouverture au multipartisme, il y a une catégorie d'évêques du centre-sud qui s'était dressée pour dire que, pour organiser toute une messe à la cathédrale de Yaoundé, en indiquant que c'était trop tôt, c'était précipité, et qu'il ne fallait pas y aller maintenant. Donc ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez dans l'histoire de l'Église, depuis la lune des temps, au Cameroun, une catégorie d'évêques qui est toujours proche du pouvoir de Yaoundé. Une catégorie, ça toujours le dit, ce n'est pas... C'est simplement pour des arguments... C'est votre lecture. Non, c'est pas ma lecture. Votre lecture, laissez donc... Non, ce n'est pas ma lecture. C'est l'histoire, c'est pas ma lecture. Quand je parle des années 90, tout le monde vérifie ce que je dis, dans les années 90, une messe avait été organisée par Monseigneur Jean Zoua, accompagné par certainement du RDPC, qui estimait qu'on n'était pas prêt pour la démocratie. Oui, mais vous l'avez déjà dit, on a compris. Ce n'est pas ce que je pense. Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est ce qui avait été fait. Et je le rappelle simplement. Et que ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord. Donc ce n'est pas mon opinion. Laissez donc Didier réagir. C'est les faits que je rappelle, ce n'est pas mon opinion. Je dirais, il faut que les téléspectateurs... Ce n'est pas mon opinion, je rappelle ce qui avait été fait à l'époque. Didier, c'est pas mon opinion, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas catégoriser dans les ennemis, etc. On a bien compris ce que personne ne l'a dit. C'est le bureau exécutif de la conférence épiscopale qui s'est rendu à Yaoundé. Et j'ai bien précisé... des évêques d'une année. Il faut vraiment, casser ce genre de langage. Non, quand on dit centre-sud, est-ce que... Non, il faut bien qu'ils soient originaires d'une région... Non, pas forcément, pas forcément. Attention. On a compris que les gens n'insistent pas. On peut être évêque dans le centre-sud et ne pas être originaire du centre-sud. On a compris. C'est les Camerounais qui sont... On peut être évêque dans le centre-sud, ça c'est originaire du coin. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne faut pas légitimer ce langage qui tend à diviser les Camerounais. Non, parce que si je ne veux pas dire ne comprendre, je on peut être évêque dans le centre-sud, ça originaire du centre-sud. C'est possible ou pas? Vous l'avez dit. C'est possible ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, pour rester dans cette logique-là, je pense que les évêques sont restés cohérents. Ils sont restés cohérents. C'est comme André Wouki. Avait été affecté à Yaoundé. Est-ce qu'il est originaire du centre? Parlons par exemple... Vous connaissez l'histoire d'André Wouki? Parlant des prières, pour revenir à la question, les religieux prient généralement pour le Cameroun. Presque tous prient pour la paix au Cameroun. Le fait que le ministre d'État, Ferdinand Gango, fasse une sorte de doléance, prier davantage pour la paix au Cameroun. Parce qu'on voit, avec certains discours... Est-ce que c'est ça qui intéresse véritablement le ministre d'État SGPR? J'ai dit, Achille Kamga, tous les hommes, peu importe les statuts sociaux,
ont toujours fait recours à la prière. Parce qu'ils savent que c'est à travers la prière qu'on peut restaurer la paix dans un État. Et là, le ministre d'État a eu affaire aux religieux, aux personnes qui passent 24 sur 24 dans les prières. Une façon de dire, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas le Cameroun dans vos différentes prières. Je pense que c'est ce que tout homme qui jouit de toutes ses facultés peut demander aux personnes qui sont aptes ou des personnes qui sont directement connectées avec le Seigneur au quotidien. Donc pour moi, c'était une occasion idoine pour davantage demander la prière, pour que les évêques élèvent la prière, parce que le Cameroun en a besoin pour éradiquer un certain nombre de discours. Merci. On va donc sortir de ce sujet sur comment l'Église catholique se dédie. C'est un sujet proposé par Émergence de ce matin. Passons à notre sujet qui a intéressé la presse ce matin, notamment en Expression ou encore Cameroun Tribune, sur cette guerre d'indépendance. Emmanuel Macron qui a donc confessé les péchés de la France. Guy Fongan, on a lu, enfin du moins les deux présidents, français et camerounais, ont lu le rapport qui a été donc rédigé par les historiens sur cette guerre d'indépendance et les massacres commis par l'armée coloniale française à l'époque et aujourd'hui. Donc justement, il y a cette lettre qui a été révélée au grand public, envoyée par Macron au président Paul Biya, dans laquelle il confesse justement les péchés de la France. Quelle réaction? C'est attendu que la France reconnaisse finalement son tort dans ces actions-là? Non, il faut commencer par dire qu'il y a déjà un vrai débat qui est très académique sur les terminologies, parce que la reconnaissance commence par l'acceptation de ce qui a été réellement fait et de ce qui a été réalisé par les uns et les autres. Aujourd'hui, de plus en plus, il faut être d'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un crime ou alors d'un génocide? Je vais peut-être revenir à ce qui est en disant qu'il y a un colloque en ce moment qui se prépare avec pour thème principal la guerre mal nommée au Cameroun. La guerre mal nommée au Cameroun, c'est un colloque international qui se prépare en ce moment pour dire que il faut dire qu'on soit d'accord sur les terminologies. Parce que quand on parle de guerre, il faut bien qu'on soit d'accord s'il s'agit d'une guerre ou pas. Et à ce sujet, les universités ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut exactement utiliser comme terminologie pour qualifier ce qui s'est passé au Cameroun. Pour beaucoup, il s'agit d'un génocide. Quand vous prenez l'histoire du Napal, quand vous prenez de ce qui s'est passé dans l'Union Ekele, évidemment, beaucoup vous disent que c'est tout sauf une guerre, c'était purement et simplement un génocide. Et s'il s'agit d'un génocide, alors il faut qu'on commence à reconnaître exactement ce qui s'est passé avant de demander pardon. Parce que si on commence à jouer avec les mots dans l'intention de vouloir nous éloigner des faits, eh bien, on a des raisons de croire qu'il y a un peu de mauvaise foi dans ce qui est fait par la France. Puis, deuxième élément qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la France est dans une logique de séduction et de reconquête d'un territoire qui est perdu. Vous savez tous comme moi qu'il y a un sentiment anti-français qui est très très poussé ces jours-ci dans quasiment toute l'Afrique noire et blanche. Et il y a une sorte de... La France est dans une opération de toilettage de son image pour les générations à venir. Parce que ce que Macron fait, ce n'est pas forcément pour lui. Parce que quand vous regardez le degré de rupture que les pays africains sont en train d'opérer vis-à-vis de la France, ça veut dire que les générations futures qui arrivent en France auront des rapports très très tendus avec les pays africains. Et donc cette tentative, même si elle n'est pas très honnête, de reconnaissance du tort causé par la France à l'Afrique, est une opération de charme, de reconquête et de toilettage de l'image de la France au Cameroun, qui malheureusement, on n'est pas tous dupes, ne peut pas prospérer, parce que je vous ai dit que nous travaillons tous les jours à augmenter la masse critique des citoyens camerounais à travers tout ce qu'on dit, et on fait tous les jours dans le journal des politiques hebdo, pour dire que, il faut dire qu'on soit d'accord sur l'expression. S'agit-il d'un génocide ou bien d'une guerre? Et à ce niveau-là, on n'est pas très d'accord avec ce que la France essaie de nous faire croire. Didier Dengue, justement, sur cet aveu, c'est que Cameroun appelle les aveux de la France. Quelle réaction? Il faut interroger le timing. Pourquoi le président français Emmanuel Macron envoie la lettre à quelques semaines de l'élection présidentielle au Cameroun, alors qu'il a séjourné au Cameroun en 2022. Ça aussi un rapport avec la présidentielle? Je pense bien.
toute action politique actuellement n'est pas neutre, a un rapport directement avec la présidentielle. Il faut peut-être voir la lettre du président Macron autrement. Peut-être il faut interroger ça autrement. Maintenant, pour parler des mots qui sont employés pour qualifier ces génocides, je partage entièrement les expressions, tous les mots utilisés par Guy-Hervé Fongan, parce qu'il s'agissait d'un génocide. La France a toujours voulu exterminer les peuples du Cameroun et même des pays de l'Afrique francophone. Mais grâce à la résistance de certains nobles citoyens africains, nous sommes encore là et nous pouvons réécrire notre histoire. Nous-mêmes. Et il faut le dire, nous avons des historiens chevronnés qui travaillent sur la question et qui n'ont pas eu besoin d'attendre la lettre, en quelque sorte frélatée d'un président français pour nous dire ce qui s'est réellement... Mais on ne peut pas vouloir une chose de son contraire, on a longtemps décrié le fait que la France ne s'est pas exprimée. Et ils sont nombreux. Là-dessus, aujourd'hui, la France s'exprime, ça devient encore un problème. Non, même quand la France s'exprime, il faut qu'on ressente une sincérité dans les mots qui sont employés et que cette France-là, que les dirigeants français soient honnêtes. La sincérité des mots, nous le savons. Vous vous rappelez... Puisqu'on sait ce qui s'est passé. Oui, on sait ce qui s'est passé. Et Achille Kamga, on connaît les éléments de langage que les Occidentaux utilisent régulièrement pour endormir les Africains. Dernièrement, à Yaoundé, quand le président Macron, lors du point de presse en présence du président Paul Biya, il a essayé d'infantiliser les Camerounais en laissant croire, en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en nous disant qui est le bourreau et qui est la victime, comme si les Camerounais ne savaient pas réfléchir. Le président Paul Biya a répondu en disant que nous, on ne fait pas de guerre par procuration, que ça ne nous concerne pas. Donc, Macron ne peut pas utiliser les mots pour satisfaire les Camerounais. Et j'ai lu un article d'un média français qui impute les massacres, le génocide aux autorités camerounaises de l'époque, en laissant croire que ces autorités ont été appuyées par l'armée française. Une façon de dire que l'armée française est venue en soutien au génocide qui a été perpétré par les autorités. Ce que vous dites justement, Emmanuel Macron, après sa lettre, encore réaffirmé sa volonté d'aller plus loin que ce qu'on a écrit aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire davantage la lumière sur ce qui s'est passé. Achille Kamga, pourquoi il n'y a pas qualifié les faits tels qu'ils sont? Ça commence par la qualification des faits d'abord. Il faut le faire. Que s'est-il passé? Il faut le faire. Et que s'est-il passé d'abord? Ça commence par là. La commission qui a été mise sur pied, cette commission-là ne représente les aspirations profondes des Camerounais. Vous avez des personnes que Macron a choisi, voilà, celui qui va réécrire l'histoire, alors que nous avons des personnes qui ont vécu, qui ont même interrogé des Camerounais qui ont vécu dans les années 60. Vous avez le prince Koman Doumbé, 3. Ils ont mis à la tête de la commission musicien. Oui, donc je pense qu'il faut plus de sincérité. Et les Africains, les Camerounais ne sont pas dupes. Pour ceux qui l'auraient oublié, le mouvement souverainiste, panafricaniste, part du Cameroun. Et c'est à partir de l'Afrique centrale que la France a été libérée. Ça, Macron ne doit pas l'oublier. D'accord, merci. Non, je voulais conclure en disant que quoi que la France dise ou fasse, le Cameroun a sa part de responsabilité dans cette affaire. Parce que si on commence à se féliciter de ce que la France a semblé reconnaître, qu'on fait ses péchés, ce qui à mon avis est un débat qui est faux, parce qu'il faut commencer par reconnaître ce qui s'est passé, en qualifiant les faits tels qu'ils sont, c'est-à-dire en reconnaissant que c'est un génocide et pas une guerre. La deuxième responsabilité qui incombe aux Camerounais, c'est que vous savez, en 1991, le chef de l'État a pris un décret qui réhabilite nos héros nationaux. C'est-à-dire qu'on les considère plus comme des maquisards. Sauf que, près de 20 ans plus tard, ça ne se traduit pas dans les faits. Est-ce que vous savez que dans notre enseignement, système éducatif, 20% du système éducatif n'est même pas consacré à l'histoire de notre propre pays. Ça ne fait pas sérieux. Ça c'est nous, ce n'est pas la France. C'est nous qui devons faire ça. Nos héros nationaux, qui est une réhabilitation purement cosmétique, n'obéit à aucune réalité sur le terrain. On ne peut pas admettre que 60 ans après les indépendances, qu'on n'ait aucune rue qui s'appelle Oumniobé, aucune rue
Félix Moumier, aucune université, Ernest Ouandi, et rien de tout ça. Et quelle est la mémoire nationale qu'on est en train de construire en essayant de tout faire pour faire disparaître ces héros de l'histoire. Et ça, c'est nous, ce n'est pas la France. Et rien n'est fait jusqu'ici. C'est pour ça que je suis, d'ailleurs, je le dis avec beaucoup de fierté, un des rares Camerounais, la presse qui avait interviewé le fils aîné d'Ernest Ouandi, Philippe Ouandi, qui est resté constant jusqu'à aujourd'hui, que l'élévation de son père rend de héros national purement cosmétique. Ça ne se traduit. Et c'est vrai pour tous les autres héros. Et ça, c'est nous qui devons le faire. C'est pas la France. C'est nous, c'est pas la France. Mais, pour aller dans la même logique, 30 secondes. Oui, dans la sincérité, la France doit être sincère. Si la France reconnaît au moins qu'elle a commis un génocide au Cameroun, il faut qu'elle reconnaisse également que depuis fort longtemps, elle étrangle le Cameroun et plusieurs pays de l'Afrique francophone à travers la monnaie qu'elle bat. En fait, cet instrument de change, quand vous échangez avec des économistes, ils vous disent que le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est juste un élément. Et ça, c'est le problème de la France aussi. C'est la France qui est responsable. C'est la France. Donc, il faudrait que la France... Le jour où la France sera fatiguée... Non, ce que tu disais, tu peux parler de choses aériennes. Il n'y a qu'à voir de manière concrète. Par exemple, les résultats réalisés aujourd'hui par le PAD depuis le départ de Bolloré. Vous voyez que en termes de réalisation, ça explose. Depuis qu'on les a mis hors jeu, vous voyez très bien que... J'ai dit qu'on a repris les choses en main. Voilà, donc vous voyez comment aujourd'hui on est... Dans cette sincérité-là, peut-être que le président Macron, peut-être qu'il nous regarde, ou alors c'est... On n'a plus de temps. Oui, l'ambassade de France nous regarde. Que ce soit l'ambassade de France et le Quai d'Orsay et bien d'autres, il faut qu'ils consultent les points qui ont été soulevés par les Gilets jaunes. Et dans ce point-là, vous retrouverez une partie, un point réservé à l'Afrique et à la souveraineté des pays africains. Malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes a été tué dans l'œuf et aucun de leurs problèmes n'a trouvé de solution sous Emmanuel Macron. Et je vais me conseiller il n'y a pas de sincérité. Comme je vais conseiller de lire un livre, Anne-Cécile Robert, L'Afrique au secours de l'Occident. Merci. C'est terminé. Lire cet ouvrage. C'est terminé pour la revue des grandes unes de ce jeudi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, le Doponé, Gabin Tissak, Malise Munkumu, Innocent Abega et Mos Fongo pour chapeauter toute cette grande équipe. Allez rester sur notre antenne juste après nous, c'est 10-12 le Zénith.